Ημέν υπείων στρώτων, είδε παίζον, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Ημέν υπείων στρώτων, είδε παίζον, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Bonjour à toutes et à tous, donc. Evelyne Père, ici présente, paléoanthropologue CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle. Armelle Naït, qui est historienne des idées à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, qui malheureusement n'a pas pu être présente aujourd'hui, et Frédéric Pigère, qui est là aussi, qui est titulaire de la chaire Genre, Mixité, Égalité, Femmes-Hommes de l'école à l'entreprise ici au CNAM, et moi-même, qui m'appelle Joëlle Biels et qui suis généticienne au CNRS, avons grand plaisir à vous accueillir donc dans cet amphithéâtre, un bel amphithéâtre, pour cette séance du séminaire Sexe et genre, pour un dialogue interdisciplinaire au carrefour des sciences de la vie et des sciences humaines et sociales. Nous sommes très heureuses aujourd'hui de recevoir Rawan Sharafeddine, qui va nous présenter les résultats de ses recherches récente qui est intitulée « Genre et pouvoir, l'émergence des représentations enfantines de la hiérarchie de genre ». Quelques mots sur Rawan avant de lui laisser la parole. Donc Rawan, vous avez commencé votre parcours universitaire par une licence de psychologie à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, puis vous êtes venu à Lyon, plus précisément à l'université Lyon 2, où vous avez continué votre cursus en obtenant un M1 et un M2 de sciences cognitives. Puis en 2013, un doctorat de psychologie dont le titre était « La politique de l'enfant, cognition et dominance sociale ». Et vous êtes actuellement postdoctorante au laboratoire de psychologie et neurosciences de la dynamique des comportements à l'université de Lorraine à Nancy. Au cours des dernières années, vous avez également eu plusieurs charges d'enseignement. Vous avez d'abord, ce qui ne m'a pas paru évident quand j'ai lu votre CV, enseigné les statistiques à l'université Lyon 2, mais peut-être qu'il y a besoin de statistiques pour faire de la psychologie. Puis vous avez enseigné la psychologie d'abord en tant qu'ATER à l'université Paris 8, puis au centre de recherche interdisciplinaire de Paris 5. Vos travaux de recherche vous ont permis de publier une dizaine d'articles dans des revues spécialisées de psychologie et vous êtes, j'ai noté ça, revieweuse, comme on dit en bon français. En fait, en bon français, on dirait rapporteuse. Pour les scientifiques, ça a un sens, revieweuse. Pour diverses revues de psychologie, donc. Une activité qui, à mon avis, atteste de la reconnaissance de la qualité de votre travail par votre communauté, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, ça veut dire que les revues vous demandent d'apprécier la qualité des articles qui leur sont soumis, ce qui est une reconnaissance implicite donc de la qualité de votre travail. Parmi vos publications, je n'en citerai qu'une qui est en lien direct avec votre séminaire d'aujourd'hui et qu'on peut trouver dans Médecine Science assez facilement, je crois, en open source, qui s'appelle « L'enfance du pouvoir, une question de genre ». Vous avez aussi effectué une quinzaine de présentations dans des colloques et des séminaires, dans divers laboratoires, dont j'aimerais juste citer, juste pour un peu plaisanter, le titre de votre dernier séminaire, parce que avec Evelyne Père ici présente, nous avons coordonné un ouvrage qui s'intitule « Mon corps a-t-il un sexe ?» il y a quelques années. Et depuis, j'aime beaucoup les titres qui questionnent ce qui a trait au sexe et au genre, et votre séminaire rentre dans cette catégorie, puisque le séminaire que vous avez fait donc, il y a quelques mois, ça s'intitule « Le pouvoir a-t-il un genre ?» Point d'interrogation, représentation des relations de pouvoir entre les gens pendant l'enfance. Puis je le cite aussi, comme je l'ai dit un peu en aparté avant, parce qu'il a eu lieu à Clermont-Ferrand, dans un laboratoire qui, pour les personnes qui font de la psychologie, leur dira sans doute quelque chose, qui est dirigé par Pascal Huguet, qui est de la psychologie sociale, si je ne me trompe pas, que nous avions reçu dans ce séminaire il y a quelques années et qui nous avait parlé de la menace du stéréotype, ce qui est quelque chose qui, moi, m'avait beaucoup frappé, Evelyne aussi, je crois. Pour finir, je dirais que vous, outre étudier les interactions sociales entre les enfants, vous aimez apparemment beaucoup les interactions sociales vous-même, puisque vous avez fait un peu de théâtre, d'après ce que j'ai compris, et que vous n'avez pas peur des responsabilités, puisque vous en avez pris au cours de vos études et puis au cours de votre vie professionnelle en général, un certain nombre dans le milieu académique et puis dans la vie associative.
Mais bon, voilà, je crois qu'il est temps de vous laisser la parole pour nous parler de, encore une fois, genre et pouvoir, l'émergence des représentations enfantines de la hiérarchie de genre. Merci beaucoup encore d'être venu. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui est un travail très collectif. Là, j'ai mis mon nom, celui d'Anna-Ève, Hélène et Jean-Baptiste, mais c'est vraiment entre autres. On est nombreuses et nombreux à travailler sur ces questions-là. Et je vais vous présenter un peu des recherches en cours, enfin des recherches déjà publiées, mais aussi des recherches en cours, donc quand même un petit peu encore en friche, en chantier, mais ça va nous permettre peut-être de réfléchir sur ces questions-là ensemble à la suite. Donc, moi, j'ai fait, comme le disait Joël, de la psychologie et je suis venue à m'intéresser à ce qu'on appelle la cognition sociale, et qui est en fait comment nous comprenons le monde social autour, les autres, et puis enfin, ça s'est beaucoup concentré sur comment on comprend les autres comme des êtres psychologiques, donc des gens de désir et de croyances et de pensée, comment on analyse les autres, etc. Donc tout ça, c'est le domaine de la psychologie naïve, donc tout ce qu'on a comme théorie intuitive sur comment fonctionnent les autres. Et nous, on s'intéresse dans la cognition sociale, nous nous intéressons plutôt à ce qu'on appelle la sociologie naïve et son développement, c'est-à-dire comment les enfants très jeunes doivent en fait comprendre le monde qui les entoure, l'environnement social qui les entoure, et pour cela, ils doivent comprendre, ils doivent diviser le monde social en catégories, comme les genres, les groupes, les classes, les races, les groupes d'âge. Et les enfants doivent aussi comprendre les relations à l'intérieur de ces catégories ou entre les catégories. Et nous nous sommes intéressés plus particulièrement à comment les enfants viennent à comprendre la hiérarchie sociale en cours autour d'eux. Donc les relations hiérarchiques de statut et les relations de pouvoir. Donc, tout d'abord, juste un petit aperçu. Moi, ce qui m'avait intéressé durant ma thèse, par exemple, c'est si les enfants jeunes comprennent les relations de pouvoir. Et on a trouvé très vite que très vite dans leur vie, en fait, plein d'indices sont utilisés pour comprendre les relations comme des relations hiérarchiques. C'est-à-dire qu'en fait, pour un enfant de 3 ans, une relation d'ascendance ou une relation de pouvoir, etc., c'est quelque chose qui est assez accessible pour les enfants de cet âge-là pour analyser les relations autour d'eux. Donc, il n'y a pas que l'amitié, par exemple, ou la parenté, etc. Ils analysent aussi les interactions autour d'eux dans des termes hiérarchiques. Par exemple, nous, on a montré, nous et d'autres, nous avons montré que les enfants utilisent des indices de posture, les indices de force physique, le fait d'imposer ses choix sur l'autre, puis les indices tels que l'âge ou le fait de contrôler et détenir les ressources, comme en fait dénotant qui est le chef. C'est un peu le genre de questions qu'on posait aux enfants entre deux personnes. Un peu plus tard, en fait, les enfants considèrent que le fait d'établir des normes définit un chef, par exemple, ou une chef, mais ça, on y viendra après. En fait, il y a d'autres études chez les bébés qui montrent qu'en fait, cette capacité-là doit venir doit être renforcée par comment dire, cette capacité peut être trouvée chez les enfants très jeunes. Même à 10 mois, les enfants s'attendent à des relations de type ordre de préséance. Par exemple, là, donc ça, c'est des paradigmes avec des bébés où en fait, on regarde, on montre une scène aux enfants et une autre scène, et on regarde où est-ce que la scène qui est le plus regardée par le bébé, c'est la scène qui ne va pas dans le sens de ses attentes. Par exemple, là, on a un cube grand et un cube petit qui sont en conflit de direction où ils veulent aller. Et puis, on a deux résultats possibles.
soit c'est le grand cube qui va laisser passer le petit cube, ou le petit cube qui va laisser passer le grand cube. Donc, cette étude qui a été publiée dans Science a montré que les enfants sont plus surpris dans ce cas-là qu'on vient de voir que dans le cas contraire, où c'est le petit cube qui laisse passer le grand cube. Les auteurs et autrices interprètent ça comme les primitives cognitives qui servent à en fait ensuite comprendre les relations hiérarchiques. Voilà, donc ça c'était le préambule. Maintenant, la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est est-ce que dans toutes ces représentations, dans toutes ces attentes qu'ont les enfants des relations de pouvoir, des relations hiérarchiques, est-ce que le genre est important? Et à partir de quel âge le genre est un indice de hiérarchie? Étant donné que, en fait, je n'ai pas besoin d'introduire, je crois, pourquoi on se pose cette question, mais bon, étant donné que le pouvoir et le statut, le prestige, la compétence, etc., en fait, au final, pour le dire vite, font partie de ce qui définit le masculin, on peut le dire comme ça. Donc, est-ce que les enfants, en fait, dans ce qu'ils observent autour d'eux, dans ce que leur amène le langage, dans ce que leur amène la société, etc., est-ce qu'ils arrivent et à quel âge ils commencent à associer, en fait, la hiérarchie avec le masculin? Donc, dans le domaine du développement du genre, qui est un domaine qui est très, très, très fertile depuis les années 80, c'est un domaine qui s'intéresse aux mécanismes psychologiques qui font que les enfants comprennent la distinction de genre qui est en cours dans leur culture et les mécanismes qui font que par leur comportement, par leurs croyances, etc., les enfants font en sorte que ce système de genre se maintienne parce qu'ils s'y conforment ou alors pas, mais bon. Mais alors, dans cette littérature-là, il y a beaucoup, on parle beaucoup de hiérarchie, mais il y a très peu de travaux qui portent spécifiquement sur les représentations de la hiérarchie de genre chez les enfants. Donc, il y a beaucoup de preuves indirectes ou des choses qui laissent penser que, par exemple, les stéréotypes masculins, vu qu'ils sont très, très associés aux stéréotypes de pouvoir, donc si on montre que les enfants ont des attentes stéréotypées de ce type-là, si par exemple les enfants s'attendent à ce que les garçons soient plus forts, disons, indirectement, ça veut dire qu'ils s'attendent à ce que les garçons dominent. Mais il y a très peu d'études empiriques qui ont questionné vraiment le développement de ces représentations spécifiques au pouvoir. Il y a une étude, il y a quelques études, mais celle-là, je la cite parce qu'elle est très citée et parce qu'elle est très aboutie. Eh bien, là, on a montré des métiers inconnus à des enfants de 6 à 12 ans. Et on a donné un nom à des métiers et ensuite on a laissé les enfants juger du statut du métier. Ça veut dire est-ce que une personne qui fait ça est bien payée, est-ce qu'elle est très importante pour la société, etc. Et donc leur expérience était de montrer soit un homme, soit une femme qui fait pour un même métier, un homme ou une femme. Et ils ont trouvé que les enfants de 12 ans jugeaient un métier, le même métier, comme supérieur quand il est représenté, fait par un homme, et inférieur quand il est représenté, fait par une femme. Mais cet effet-là a été trouvé à 12 ans, mais pas à 6 ans. Donc peut-être ça peut induire à croire qu'à 6 ans, les enfants n'ont pas conscience de la hiérarchie de genre. Or, en fait, peut-être que les enfants de 6 ans n'ont pas assez de connaissances du monde du travail et des salaires et de ce genre de choses pour faire cette inférence-là. Et nous, comme on vient de l'étude des relations de pouvoir, on a voulu voir si les enfants avaient des attentes quant au genre du pouvoir dans des relations entre deux personnes, dans des relations mixtes entre deux personnes. Voilà, donc notre projet s'articule autour de 3 grands axes. Le premier, c'est les identifications des relations de pouvoir. Et je pense que c'est sur cet axe-là qu'on va s'attarder le plus aujourd'hui. La perception de soi, on va en parler longuement, mais les études qui sont spécifiques sur la perception de soi ne sont pas encore assez abouties. Et puis, un troisième axe sur les attitudes des enfants. Est-ce que les enfants légitiment ou non les relations de pouvoir entre les gens? Donc, si on y arrive, on finira là-dessus.
Donc, la première étude qu'on a faite questionnait les inférences des enfants du pouvoir au genre. Je vous raconte comment ça marche. Donc, on montrait aux enfants une image comme ça et on leur disait que ça, c'est des enfants. Et ces enfants-là, il y a un enfant qui dit à l'autre, tu dois faire tout ce que je te dis, fais ce que je veux. Et l'autre qui répond, d'accord, je fais tout ce que tu veux. Ensuite, on demandait aux enfants, on posait aux enfants une question pour savoir s'ils identifiaient bien les postures, s'ils voient bien qui commande parmi ces deux bonhommes-là. Donc, il y a vraiment, enfin, il y a 80% d'enfants à partir de 4 ans qui comprennent très bien ça. Et après, on disait, en fait, sur cette image, il y a une fille et un garçon. À ton avis, c'est qui la fille et c'est qui le garçon? Donc, on a fait ça auprès de 551 participantes de 3 à 7 ans. Et en plus, on voulait voir, en fait, on avait 2 hypothèses, 2 prédictions plutôt. Une prédiction que le genre de l'enfant allait jouer un rôle, c'est-à-dire parce que c'est très connu en psychologie du genre que les enfants, surtout jeunes, ont un biais positif pour leur genre. Donc les filles attribuent beaucoup de caractéristiques positives aux filles et aussi des caractéristiques négatives aux garçons. Et les garçons attribuent des caractéristiques positives aux garçons et des caractéristiques négatives aux filles. Donc on s'est dit que ce qu'on va trouver allait au moins être mélangé avec ce biais positif pour son propre genre. Donc les filles vont être plus probablement dire que le bonhomme qui pointe, c'est une fille, et les garçons vont plus probablement dire que le bonhomme qui pointe, c'était le garçon. Ça, c'était notre première prédiction. Et une fois, en fait, là je raconte l'histoire un peu mélangée, mais une fois qu'on a obtenu les résultats en France, on a voulu voir dans d'autres cultures. Donc, intuitivement, on est allé à une culture un peu plus patriarcale et à une culture moins patriarcale. Et puis, en fait, cette distinction-là peut être un peu justifiée objectivement par le classement des Nations Unies des pays et d'égalité des sexes dans les pays. Et donc, en effet, dans ce classement-là, par exemple, le Liban, il est classé bien inférieur à la France et le Norvège, bien supérieur à la France. À l'époque, je pense que le Norvège était numéro 1 dans ce classement. Enfin. Donc, voilà les résultats qu'on a trouvés en France. Donc, on a trouvé que les enfants, il y avait une majorité significative d'enfants qui pensaient que la personne qui pointe était le garçon. Et là, on n'avait pas d'effet de genre et pas d'effet d'âge. Pas d'effet, quand je dis pas d'effet genre, ça veut dire les participantes filles et les participants garçons ont répondu de la même manière. En bleu, c'est les enfants, les barres grises, c'est les enfants qui ont dit que le bonhomme qui pointe était le garçon. Et en rouge, c'est les enfants qui ont dit que c'était la fille, que le bonhomme qui pointe était la fille. Non, là, dans ce graphique-là, non. Quand il n'y a pas de différence entre les enfants et entre les garçons et les filles, je ne montre pas des graphiques séparés. C'est plus simple. Et donc, on a eu le même résultat quasiment au Liban, sauf que là, on n'a pas eu l'effet chez les enfants de 3 ans. Il y avait plus d'enfants dans cet échantillon-là, et les enfants de 3 ans étaient significativement moins non, ouais, aussi, de fait, mais aussi, ils comprenaient moins bien la posture que les enfants plus âgés. Donc, déjà, ils attribuaient pas bien les rôles aux 2 personnages. Donc, c'est ce qu'on a trouvé au Liban. Et puis ensuite, en Norvège, en fait, on a trouvé exactement la même chose. Donc, les résultats de cette première étude ont montré qu'il n'y avait pas un effet du genre de l'enfant. Filles comme garçons, en fait, on se sont attendus que le dominant soit un garçon. Et on n'a pas trouvé ici une différence entre ces 3 cultures. Alors, on a eu une critique qui nous a interpellés. On nous a dit, est-ce que ce ne serait pas justement un biais pour son propre genre qu'on est en train de mettre en évidence? Parce qu'il y aurait 2 cultures, une culture féminine, une culture masculine chez les enfants. Et dans la culture féminine, la dominance et le pouvoir seraient vus comme quelque chose de négatif. Et donc, les filles auraient attribué le statut supérieur à un garçon pour ne pas l'attribuer à une fille parce que c'est pas bien.
Inversement, les garçons auraient attribué le pouvoir à un garçon parce que c'est bien. Et donc, ce qui a l'air d'être une absence d'effet est en fait un effet, enfin, une différence entre les deux. Alors, il y a plusieurs raisons de croire que ce n'est pas le cas. Bon, mais ça, c'est venu après. Mais nous, sur le coup, ce que nous avons pensé à faire, c'est d'étudier justement les inférences du pouvoir dans ce genre de situation à soi, à la perception de soi chez les enfants. Et donc, on a montré exactement le même stimulus et cette fois-ci, on demandait à l'enfant, qui es-tu, toi, et qui est l'autre. Et donc, il y avait deux conditions, soit une condition non mixte dans laquelle les filles, on leur disait qu'elles interagissaient avec une fille et on disait aux garçons qu'ils interagissaient avec un garçon. Et donc, dans cette situation-là, donc en gris, enfin c'est bleu pour moi, mais gris pour vous, c'est la proportion d'enfants, de garçons à gauche et puis de filles à droite, la barre bleue à droite, qui ont dit que la personne qui pointait là était eux-mêmes ou elles-mêmes. Et donc, il y a un effet assez massif dans lequel, en fait, les enfants s'attribuent eux-mêmes une position de pouvoir à 4-5 ans, et ça, quel que soit leur genre. Et ça, c'est en fait un effet aussi même, enfin, c'est un phénomène qui est assez connu. Par exemple, dans les années 70, il y avait des études qui voulaient voir si les enfants étaient conscients de la hiérarchie de genre dans leur classe. Et pour ça, ils faisaient des interviews avec les enfants en leur demandant de classer les enfants de leur classe. En fait, ils ont trouvé que dès qu'ils demandaient à un enfant de 4 ou 5 ans qui est plus fort, toi ou tel, bah, la réponse était presque toujours moi. C'est moi le plus fort. Non, donc, il y avait un biais comme ça. Et donc, ce biais-là, en fait, il n'est pas différencié selon la soi-disant culture féminine ou masculine. Tout le monde veut être le chef. Voilà. Maintenant, on avait une deuxième condition dans laquelle l'enfant était dit interagir avec un enfant de l'autre genre. Donc, pour les filles, on disait, bon, sur cette image, il y a toi et un garçon. À ton avis, t'es qui toi et c'est qui le garçon? Et pour les garçons, on disait, sur cette image, il y a toi et une fille, etc. Et donc là, on a trouvé un effet de genre. C'est à confirmer parce que c'est une seule étude pour l'instant dans laquelle on trouve ça. Donc, c'est à confirmer encore, mais selon cet effet-là, en fait, quand l'interaction est mixte entre une fille et un garçon, les filles continuent quand même à être majoritairement à s'attribuer. Donc, ils sont 60% à peu près à se dire que c'est elles qui dominent. Par contre, elles sont significativement moins nombreuses que les garçons à dire que c'est elles qui dominent face à une fille. C'est un gros échantillon, il y en a 40-80. C'est pas énorme, c'est 80 enfants. Voilà, donc, bon, ceci, à minima, nous conduirait à dire que l'absence d'effet de genre que nous avions trouvé, du genre de l'enfant, donc qu'on avait trouvé avant, ne serait pas due à juste une attitude négative des filles vis-à-vis du pouvoir. Parce que lorsqu'on leur demande, toi, tu veux être qui? Ben, elles veulent être celui qui a le pouvoir. Voilà, donc première suite de conclusion. Donc, dans les 3 cultures qu'on a étudiées, le pouvoir était associé au genre masculin dès 4 ans. Il n'y a pas eu d'effet du genre de l'enfant et il n'y a pas eu de biais pour son propre genre, de biais positif pour son propre genre. Donc, filles et garçons ont répondu de la même manière à la première expérience. Ceci ne reflèterait pas une attitude négative des filles vis-à-vis du comportement dominant. Et donc, en fait, par rapport à l'étude sur le soi, la perception de soi, donc ce qu'on pense, c'est que, en fait, les filles, quand elles sont en interaction mixte, en fait, il y a un conflit pour elles. Il y a le conflit entre les attentes stéréotypées, réalistes, que c'est le garçon qui domine, et le désir d'être, elles, les dominantes. Bon, alors, à l'époque, on avait un ami qui travaillait au Guatemala sur d'autres choses. Et il travaillait auprès de communautés cacchiquelles
qui, en fait, le Guatemala en tant que pays, parce qu'en fait, en plus, il est très, je crois qu'il y a beaucoup de ruralité, etc. Et il y a beaucoup, enfin voilà, bref. Donc chez les Mayas en Guatemala, en fait, la situation de genre est assez, enfin il y a un gros écart entre les hommes et les femmes. Il y a une très grande division sexuelle des tâches et il n'y a vraiment pas de mélange entre les sphères masculines, féminines, etc. Donc, et puis du coup, je sais pas, et puis il y a une grande inégalité et puis des relations de pouvoir entre les genres. Et donc, on s'est dit, bon, bah, alors on va prendre notre effet là sur la perception de soi et on va voir dans une société encore pire, enfin, encore plus patriarcale, comment ça marche. Est-ce que ça creuserait? Est-ce que, en fait, notre prédiction comme ça intuitive était que les filles allaient pas avoir cette tendance à s'attribuer le pouvoir? Donc, on a fait la même étude auprès de. Alors là, on a des très petits échantillons pour le coup, parce qu'il y avait pas. On a vraiment interviewé tous les enfants du village, mais ça fait 70 enfants de 4 à 7 ans. Ils sont scolarisés dans des écoles mixtes à temps partiel. Ils ont présenté le même niveau de compréhension de la posture que les enfants des autres cultures. Et puis aussi, pour permettre la comparaison, on a questionné un peu, bon, en psychologie du genre, il y a un très vieux test qui est celui de la stabilité de genre, qui est censé voir que les enfants comprennent bien ce que c'est qu'un genre. Et donc, on demande aux enfants, est-ce que quand tu seras grand, tu seras encore, si c'est un garçon, est-ce que tu seras encore est-ce que tu deviendras un homme ou est-ce que voilà. Et donc, si l'enfant répond juste à cette question, donc il aura acquis la stabilité de genre. Bon, mais bon, pour nous, c'était juste un moyen de voir qu'ils ont le même type de représentation du genre que les enfants chez qui ce genre de test a été développé. C'est-à-dire qu'à partir de 4-5 ans, un enfant dit que quand il sera grand, il garderait le même genre, que quand il était bébé, il avait le même genre, et quand il aura des enfants, si c'est un garçon, ce sera un papa, et si c'est une fille, ce sera la maman. Bref. Et donc, quels sont les résultats là chez les Mayas au Guatemala? Donc, on a demandé t'es qui toi? Et on a vu qu'en fait, filles et garçons n'étaient pas du tout différents, que ce soit dans une condition mixte ou non mixte, tout le monde s'attribue la position de pouvoir à soi. Alors là, on ne savait plus comment interpréter ce résultat. D'où le fait que c'est aujourd'hui que j'en parle pour la première fois, parce que vraiment, enfin, ça ne nous dérangeait pas que ce soit pas comme nos prédictions, mais on ne savait pas du tout comment l'interpréter, quoi, à quoi faire recours pour interpréter ça. Mais bon, et du coup, on a quand même demandé, est-ce que la représentation pouvoir égal masculin existe chez ces enfants-là? Donc, on a fait l'étude 1 que je vous ai montrée par la suite chez une sous-partie des enfants qui ont répondu à l'étude de qui est la fille, qui est le garçon, avaient répondu déjà à cette étude-là, vu le nombre d'échantillons un peu limité, mais certains non. Donc, on a demandé qui est la fille, qui est le garçon à 70 enfants, dont 34 qui ont déjà passé l'étude d'avant. Bon. Donc là, les résultats étaient que 100% des filles ont dit que la posture dominante, c'était la fille, et 100% des garçons ont dit que la posture dominante, c'était le garçon. Alors 100%, ça c'est vraiment, on se demande pourquoi on fait des statistiques en psychologie, parce que là, il n'y a pas besoin de statistiques. Donc là, on n'a pas, enfin, toujours pas compris, et donc les années ont passé, on n'avait toujours pas compris. Jusque quand on tombe sur un papier de Serge Guimond, qui est un psychologue social à Clermont-Ferrand, et qui a analysé les différences. Enfin, il y a ce phénomène, en fait, où dans les sociétés très égalitaires quant au genre, etc., en fait, il y a un fossé qui se creuse, paradoxalement, dans comment les gens s'auto-stéréotypent. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, les femmes, disons-le rapidement, vont se décrire en termes stéréotypés, genrés, plus que les femmes en Malaisie. En Malaisie, où est-ce que l'inégalité de genre est très importante. Et alors, ils expliquent ça par un autre indice, une autre donnée culturelle de ces pays-là. C'est qu'en fait, dans ces pays-là, la comparaison entre les hommes et les femmes
n'est pas permise. C'est tellement hiérarchisé qu'on ne se compare pas entre genres, c'est distinct. Et donc, ils expliquent que quand la comparaison est possible, et ils montrent ça par des expériences et aussi par des analyses de différences culturelles, que en fait, se percevoir comme féminin ou masculin demande en fait qu'on puisse en fait avoir une vision intergroupe des genres. C'est-à-dire, on se compare à l'autre. Et quand il n'y a pas ça, en fait, on ne se définit pas en termes stéréotypés. On sait que les stéréotypes existent, ou on les a. C'est pas que, par exemple, en Malaisie, on ne pense pas que les femmes sont généreuses et que les hommes sont compétents. C'est juste qu'on ne se définit pas nous-mêmes comme ça, en tant qu'on n'a pas présent à l'esprit tout le temps que nous sommes femmes et que donc on est plus altruiste, etc. Je ne sais pas si je me fais comprendre, je me perds un peu. Et donc ça, cette donnée culturelle s'appelle la power distance en psychologie culturelle, et donc ça mesure à quel point les groupes sociaux supérieurs sont séparés des groupes sociaux qui leur sont inférieurs, et à quel point la frontière, elle est étanche. Et donc l'hypothèse, nous allons avancer là, mais qui est après à confirmer, c'est que ce contexte culturel-là, en fait, joue un rôle dans le développement des stéréotypes du genre, et que là, on est tombé sur des enfants qui n'ont pas encore développé les stéréotypes de genre, justement parce qu'il y a cette absence de comparaison intergroupe. Qui d'ailleurs, en fait, tout stéréotype pour des courants de psychologie sociale, un stéréotype, c'est pas juste des connaissances descriptives d'un groupe comme ça, innocente. En fait, c'est toujours une description d'un groupe par rapport à un autre. Voilà. Donc, pour conclure cette expérience guatémaltèque, donc le développement de l'inférence pouvoir égal masculin nécessiterait un contexte culturel où la comparaison intergroupe est importante. Et aussi, c'est que dans l'absence de ça, ce qui s'est passé, c'est pas que les enfants ont juste répondu au hasard, c'est qu'ils ont favorisé leur propre genre. Et donc, pour répondre un peu à nos prédictions de tout à l'heure, c'est que ce soit la culture ou le biais pour son propre genre, pour cette inférence du pouvoir au genre, finalement, ces deux données-là peuvent jouer un rôle, juste pas le rôle que nous, on pensait au départ. Voilà. Alors, bon, et pour revenir à l'inférence du début, du pouvoir au genre, qu'est-ce qui a pu produire en France, en Norvège et au Liban un tel consensus entre les filles et les garçons? Pourquoi ce biais pour son propre genre n'est pas intervenu même un minimum pour un peu relativiser les réponses des filles, par exemple? Il y a plusieurs explications possibles, mais dans l'étude que je vais vous présenter là, on a choisi d'enlever la posture, parce que peut-être que la posture, c'est quelque chose qui est associé au masculin. Peut-être qu'il y a plus d'indices vers le masculin quand on présente cette posture-là. Et puis, on a interrogé l'inférence que font les enfants, non pas du pouvoir au genre, mais cette fois du genre au pouvoir. Donc, une inférence un peu plus écologique, comme il arrive, comme quand ils observent des interactions autour d'eux et de elles. Donc cette fois-ci, l'étude, c'était la suivante. On montrait aux enfants des marionnettes, une marionnette fille et une marionnette garçon. On faisait interagir les marionnettes derrière un écran et ensuite on ressortait les marionnettes de l'écran et on disait qui a dit quoi. Donc dans l'interaction qui se passait derrière l'écran, il y avait deux situations. Une situation où une marionnette contrôlait toutes les décisions, choisissait le jeu qu'il fallait jouer, etc., qui commence le jeu, etc. Et une autre situation où la marionnette dominante avait plus de ressources, avait plus d'argent dans sa poche. Je comparais les argents dans leur poche et il y en a une qui avait plus. Voilà. Et avant, pour un peu entraîner les enfants à la tâche,
on enfonçait un peu le clou du genre, dans le sens où on faisait des entraînements dans lesquels la marionnette disait « moi j'aime les poupées, moi j'aime les voitures », bon, qui a dit quoi? Donc ça déjà, on entraînait les enfants à la tâche et puis on rendait le genre saillant. Donc, on a fait ça aussi en France et au Liban, chez des enfants de 4-5 ans, ils étaient 108. Et ce qu'on a trouvé cette fois-ci, c'est que c'est un effet du genre de l'enfant, en effet. Donc, les garçons significativement pensent que c'est le garçon qui décide ou c'est le garçon qui a plus de ressources. Donc, la marionnette qui décide est un garçon, encore une fois, mais cette fois-ci, ils avaient vu le genre avant. Et par contre, chez les filles, il n'y a pas cet effet-là. Alors, les filles qui ont répondu à nos questionnaires n'ont pas inféré que c'est un garçon parce qu'il décide ou que c'est un garçon parce qu'il a plus de ressources. Par contre, elles n'ont pas inféré le contraire non plus. C'est-à-dire, c'est pas que ça s'est inversé. Chez les filles, on ne voit pas un biais pour leur propre genre. On peut le dire comme ça. On peut dire que l'inférence du genre au pouvoir était moins forte. Et en fait, c'est exactement le même résultat au Liban, que ce soit pour les ressources ou pour la décision. Et en fait, à ce moment-là, au moment où on a publié notre article et puis dans les 2 dernières années, tous les résultats sur les stéréotypes de pouvoir chez les enfants et du genre trouvent le même résultat, en fait. Toutes les études trouvent ce résultat-là. Donc là, les enfants devaient classer un pictogramme d'une fille et un pictogramme d'un garçon sur une échelle selon qui a le plus de ressources et qui décide tout. Et là encore, en fait, les filles n'avaient pas, enfin, ont mis aussi probablement le garçon que la fille en haut, alors que les garçons ont très majoritairement mis le garçon en statut supérieur. Dans cette étude de Santana Gopalan, en fait, on demandait aux enfants, on leur disait qu'il va y avoir une élection, etc. On leur demandait de deviner le genre du président. Et là, à 5-6 ans, là, il y avait un favoritisme pour son propre genre qui était clair. Donc, les filles disaient que le président, ça allait être une fille et les garçons, que ça allait être un garçon. Mais cela, en fait, disparaissait avec l'âge, persistait chez les garçons, bien sûr. Donc, on ne peut pas leur en vouloir de deviner que le président allait être un garçon. Mais les filles, elles étaient mitigées. Donc, c'est le même mécanisme, vous voyez bien. Enfin, il y a le conflit des attentes réalistes et des envies des petites filles. Là encore, c'est le même papier. Ils ont demandé aux enfants de dessiner un chef. Et là, il y avait 69% des enfants qui ont dessiné un garçon. Dans ces 69%, en fait, tous ceux qui ont dessiné une fille, c'était des filles. Il n'y a pas un seul garçon qui a pensé à dessiner un garçon. Bien sûr, quand c'est en anglais, donc a leader en anglais, c'est pas genré. Si on dit à des enfants français, dessiner un chef, forcément, c'est déjà mort. Mais voilà. Et donc, il y a une étude très récente aussi chez les enfants de 6 à 10 ans, où là, elle montre que même à 10 ans, cette différence entre les réponses, enfin, cette asymétrie entre les filles et les garçons persiste, mais elle ne se creuse pas non plus. C'est pas que les filles, elles ne passent pas non plus à être majoritaires, à dire que c'est le garçon qui est le chef. Elles restent à moitié-moitié. Il reste ce conflit, en quelque sorte. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et cela rappelle, en fait, ça, c'est une étude qui est parue dans un grand magazine, j'ai oublié lequel, Nature, je crois, un truc comme ça, ou Science, je sais plus. Et ça, c'est sur les stéréotypes de genre et leur effet sur le choix des activités chez des enfants de 5 à 7 ans. Et donc là, on a 2 types de stéréotypes, c'était un adjectif, et on demandait aux enfants, dites-moi, c'est qui est vraiment, vraiment brillant? Plutôt une fille ou un garçon? Ça, c'est pour le stéréotype de la brillance. Et un autre stéréotype, c'est celui de la gentillesse. Qui est vraiment gentil? Une fille ou un garçon? Et donc, c'est un peu pour les 2 adjectifs. Donc, la brillance, c'est en haut et la gentillesse, c'est en bas.
Pour les deux adjectifs, on commence par un biais pour son propre genre, chez les filles et chez les garçons. Donc, à 5 ans, les filles disent que c'est une fille qui est brillante et les garçons disent que c'est un garçon qui est brillant, par ce biais pour son propre genre. Et puis, progressivement, en fait, les enfants délaissent ce biais pour aller vers le stéréotype de genre en cours. C'est-à-dire que les garçons cessent de dire que les garçons sont gentils et les filles cessent de dire que les filles sont intelligentes. Voilà, c'est ça, entre 5 et 7 ans. Et donc, dans ce papier-là de Bayonne et al. En 2017, en fait, tout le propos, un peu la force de ce papier, c'est de dire en fait que ça impactait les choix des enfants. C'est pas juste une connaissance comme ça abstraite, ça impacte la perception qu'ils et elles ont d'eux-mêmes. Et donc là, la tâche, c'était de choisir si les enfants voulaient jouer à un jeu qui demande de la persévérance ou un jeu qui demande de la grande intelligence. Et donc, quand c'est un jeu qui demande de la persévérance, il n'y a pas beaucoup de différence entre les choix des filles et le choix des garçons. Par contre, il y a significativement moins de filles qui se déclarent être prêtes à jouer à un jeu qui demande une grande intelligence que les garçons. Et ça, on est à 6-7 ans, donc vraiment, vraiment tôt. Tout à l'heure, on parlait des menaces des stéréotypes, ça commence très tôt. Bon, alors, pour conclure, donc lorsqu'on a enlevé la posture et on a interrogé l'inférence non plus du pouvoir au genre, qui est une connaissance très stéréotypée, mais du genre au pouvoir cette fois-ci, là, on crée un effet des genres de l'enfant qui ressemble à l'effet qu'on trouve pour d'autres stéréotypes genrés. Et qui est influencé par le biais de chacun des deux genres, pardon, pour son propre genre. Et donc, pour un peu ce qui peut caractériser ces données-là, c'est que en fait, on retrouve de manière persistante comme un conflit cognitif plus important chez les filles par rapport à cette question du genre du pouvoir. Et dans le cas des stéréotypes de brillance et de gentillesse, on a vu comment ça pouvait impacter la perception de soi. Alors, dans le cas du pouvoir, c'est un peu moins simple. Il y a beaucoup de cas où, en fait, on ne trouve pas d'impact. C'est-à-dire que, par exemple, nous, quand on a fait on leur demandait qui es-tu toi dans une interaction non mixte ou lorsqu'on ne précisait pas le genre de l'autre enfant, bah là on avait autant de filles que de garçons qui voulaient être le dominant. Pareil, chez Mandala Iwala, c'est la tâche avec les escaliers là. Et donc pareil, quand on demandait à l'enfant, toi tu es où? Dans ceux qui ont le plus de choses et qui obligent les autres à faire ce que, eh ben, ils se positionnaient de manière plafond, vraiment en haut de la hiérarchie. Santana Gopalan aussi a trouvé que quand on leur demandait si elles ou eux voulaient être président, il y avait des effets plafonds, tout le monde veut être président, le genre n'est pas présent à l'esprit à ce moment-là, en fait. Bon, il y a d'autres données là-dessus. Par contre, il y aurait peut-être un impact dès qu'on est dans une interaction mixte. Donc, dès qu'on dit à l'enfant, en fait, tu interagis avec une fille, qu'on dit à une fille, tu interagis avec un garçon, bah là, en fait, le conflit joue un rôle. Et les filles sont un peu moins prêtes à dire qu'elles vont être les dominantes. Pareil, alors là, il y a une étude qui serait très, très critiquable parce qu'il y a beaucoup de problèmes méthodologiques, mais j'aime quand même le résultat. Alors, je vous la livre vite fait à confirmer. Donc là, c'est en fait, on demandait aux enfants de négocier pour avoir des stickers, des autocollants avec un expérimentateur. C'est un jeu de négociation. Et en fait, ils ont trouvé un effet de genre où, en fait, vers 7 ans, je crois, ou 8 ans, les filles négociaient moins que les garçons pour demander moins, en fait, demander moins d'autocollants. Sauf qu'ils ont trouvé cet effet-là que quand les filles négociaient avec un expérimentateur homme. Quand les filles négociaient avec une expérimentatrice femme, là, il n'y avait plus de différence de genre. À refaire, à confirmer, à voir, parce que là, il n'y avait que 2 expérimentateurs quand même, un seul homme et une seule femme. Donc, on ne sait pas si c'est dû à la personne de l'expérimentateur ou à son genre.
Bon, alors c'est très, enfin, dans la littérature en psychologie, sociale, en fait, c'est très classique de distinguer les stéréotypes genrés de cette manière-là. Donc, il y aurait un axe qui va de l'altruisme à l'égoïsme, qui est l'axe sur lequel, plus on s'approche de l'altruisme, plus on s'approche de la définition de la féminité. Et un axe perpendiculaire à celui-là, qui est celui du statut, ou du pouvoir, ou de la compétitivité, ou de la gentilité, et qui est un peu l'axe masculin. Donc, plus on est haut sur cet axe-là, plus on est dans une définition de la masculinité. Alors, est-ce que nous, jusque-là, tout ce qu'on a, quand on a étudié les représentations du pouvoir chez l'enfant, est-ce qu'on a été un peu dans un pôle masculin plus du pouvoir? C'est-à-dire, est-ce que c'était trop égoïste, par exemple, quand on présente un enfant qui dit « fais ce que je te dis, c'est moi qui commande », etc. Et puis, est-ce qu'on était dans un pouvoir un peu trop égoïste pour laisser la place à des inférences vers la féminité? Donc voilà, c'est la question qu'on se pose. Donc, ce serait un peu un pouvoir, non seulement c'est du pouvoir, mais en plus, ce serait un pouvoir un peu caractéristique du masculin. Donc autrement dit, est-ce que si on présente, on présente le stéréotype du pouvoir plus des stéréotypes plus féminins, est-ce que ça va brouiller les représentations? Est-ce que les enfants vont s'attendre à ce qu'un individu qui dit « fais ce que je te dis parce que c'est bien pour toi », par exemple, est-ce que ça, c'est plus féminin que ce qu'on avait auparavant? Alors voilà, ça, c'est la thèse que Anna-Ève Elmlinger a commencé cette année à Lyon. Et bon, ça concerne le genre et les types de pouvoir. Donc, pour ce faire, en fait, on a utilisé encore une fois des personnages non genrés. Donc, l'inférence était du pouvoir au genre, encore une fois. Et après une phase de familiarisation dans laquelle les enfants devaient apprendre la tâche, on présentait 3 histoires dans un ordre contrebalancé. Une histoire où le pouvoir était égoïste, une histoire où le pouvoir était à visée altruiste et une histoire où le pouvoir était à visée égalitaire. Et on voulait voir s'il y avait une différence dans le genre attribué à chacun de ces pouvoirs-là. En plus, on a utilisé 3 types de ressources entre les histoires. Donc, en fait, le paradigme est suivant. Donc, il y avait une vidéo comme ça avec les 2 bonhommes. Il y a une banane, par exemple, là, c'est l'exemple de la banane. Une banane qui est là, ils ont tous les 2 faim. Ils se disputent un peu, on disait à l'enfant. Et donc, c'est l'expérimentateur qui raconte toute cette histoire pendant que la vidéo se déroule. Donc, déjà, premier résultat, c'est que sur les 3 histoires réunies, tous les ordres réunis, en fait, on attribue le pouvoir aux garçons de manière significative. Ensuite, est-ce que cela change selon le genre de l'enfant, l'âge de l'enfant? On avait des enfants de 4 à 9 ans, je ne sais pas si je vous ai dit, et il y en avait 360. Voilà. Et est-ce que cela change selon le type de pouvoir, donc notre question de recherche, le genre de l'enfant et l'âge de l'enfant? Et puis aussi, on a mis l'ordre des histoires, parce que c'était un facteur comme ça de contrôle. Et en fait, non. Ça ne change pas selon l'âge, donc de 4 à 9 ans, c'est la même inférence. Ça ne change pas selon le genre de l'enfant, donc filles comme garçons il n'y a pas de différence en tout cas significative entre les réponses des filles et les réponses des garçons. Et puis, il n'y a pas du tout d'effet du type de pouvoir, qu'il soit égoïste, altruiste ou communautaire et égalitaire, eh bien, c'est toujours le garçon. Alors, on a trouvé par contre un effet de l'ordre de l'histoire, qui est celui-ci. Donc, pour la première histoire, la première fois qu'ils devinent et la 3e fois qu'ils devinent, il y a l'effet, c'est-à-dire ils vont deviner que c'est le garçon qui commande. Pour la 2e, il n'y a plus l'effet. Alors, on a essayé de voir si là-dedans, il n'y avait pas une sorte de compensation, comme les enfants, s'ils ont choisi une fille, après ils vont choisir un garçon, etc. Il n'y a rien de clair, quoi. Il y a juste cet effet d'ordre. Voilà, donc ça c'est la première, c'est la tâche principale de cette étude. On a fait une autre tâche
ensuite pour essayer de voir si en fait, parce que nous, l'hypothèse, c'était est-ce que les stéréotypes vont interférer avec les attentes de genre et de pouvoir. Et donc, on voulait savoir si les enfants étaient déjà conscients de certains stéréotypes de genre de type altruiste ou égalitaire. Enfin, égalitaire n'est pas un stéréotype de genre en soi, mais altruiste, dominant, etc. Donc, on voulait voir si à 4 ans déjà, en fait, ces stéréotypes existent. Et parce que s'ils n'existent pas, ils ne peuvent pas interférer de base. Donc, en fait, la littérature sur les stéréotypes de genre chez l'enfant sont très, très, très... enfin, les travaux sont très nombreux et concernent, dans leur grosse majorité, les stéréotypes sur les activités et les préférences, de type qui c'est qui joue au foot, qui c'est qui aime s'habiller en robe, etc. Il y a très peu de travaux sur les stéréotypes de personnalité, mais ça existe. On n'est pas du tout les premiers à l'avoir fait. Par contre, vu qu'on l'a fait auprès de 360 enfants de 4 à 9 ans, ce que ça apporte à la littérature existante, c'est juste une façon de caractériser à quel âge exactement ça commence et pour quel stéréotype exactement. Parce que ça, c'est pas très présent dans la littérature. On sait qu'il y a une représentation stéréotypée, mais on ne sait pas ni à quel âge et pour quel stéréotype. Donc, pour cette tâche-là, en fait, on disait aux enfants qu'il y avait une classe et on binarisait bien la classe. Alors, ça, dans cette classe, il y a le groupe de filles, le groupe de garçons et il y a quelqu'un, Didi, on l'appelait pour ne pas dire son genre, qui vient pour faire une pièce de théâtre avec ces enfants-là. Mais il ou elle, cette personne est très embêtée parce qu'elle ne connaît pas du tout les enfants. Et donc, à ton avis, comme elle ne connaît vraiment pas du tout les enfants, dans quel groupe elle va choisir quelqu'un qui, et là on disait la description stéréotypée. Donc, pour leader, par exemple, c'est quelqu'un qui, dans quel groupe elle va, c'est qui qu'elle va choisir pour quelqu'un qui décide super bien et que les autres enfants écoutent. Est-ce qu'elle va choisir une fille ou un garçon? Et pareil pour toutes ces descriptions-là, donc dominant qui oblige toujours les autres à jouer à ses jeux, bagarreur qui aime bien se battre, courageux qui aime bien partir à l'aventure, qui n'a pas peur. Puis du côté féminin, on avait altruiste qui s'occupe bien des autres, soumis qui fait toujours ce que les autres enfants lui demandent de faire, susceptible, quelqu'un qui dit souvent je ne veux plus parler avec toi, je ne veux plus jouer avec toi, et affectueux, quelqu'un qui aime beaucoup donner des bisous et des câlins. Puis on a rajouté un essai pour une description de juste, pour voir si elle interfère avec notre condition égalitaire. Et celle-là était quelqu'un qui partage bien les jeux entre les enfants. Donc déjà, le premier résultat, c'est quels stéréotypes sont déjà genrés, enfin quelles descriptions étaient déjà genrées à 4 ans. Et en fait, il y en a pas mal. Donc déjà à 4 ans, les enfants pensait qu'un dominant, un bagarreur, un courageux, c'est un garçon. Quelqu'un d'altruiste et quelqu'un d'affectueux, c'était une fille. Par contre, quelqu'un de susceptible, c'était plutôt un garçon, en fait. Et puis, il genrait aussi l'adjectif juste. Enfin, quelqu'un qui partage bien les jeux. Donc, les résultats globaux des stéréotypes, c'est les suivants. Donc, c'est que déjà, à 4 ans, il y a une représentation comme de ces descriptions-là comme genrées. Et puis, il y a surtout un très beau linéaire effet d'âge. Donc, plus l'enfant grandit, plus il acquiert les stéréotypes de ce type-là, jusqu'à arriver à 85% de consensus entre les enfants à 9 ans. Et puis, un autre résultat, celui que je vous présente là à droite, il est un peu à prendre avec des pincettes, mais je pense qu'il est intéressant quand même à analyser. Donc là, on prend toutes nos 9 descriptions, donc nos 8 stéréotypes plus le juste, toutes valences confondues, donc il y a des positives et des négatives, et on regarde juste la proportion d'enfants qui répondent comme leur propre genre. Il y a des filles qui disent c'est la fille et les garçons qui disent c'est le garçon, quelle que soit la description. Et là, on voit un effet d'âge aussi, par lequel donc, ce biais pour son genre diminue, même toutes valences confondues. Et on voit aussi un effet de genre par lequel les garçons, en fait, seraient plus amenés à dire c'est le garçon.
quelle que soit la question. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, tous les stéréotypes, toutes les descriptions ne marchaient pas aussi bien les unes que les autres. Peut-être que les descriptions masculines marchaient mieux pour dénoter un genre. Et puis, autre chose qui est plus théoriquement intéressant, mais qu'il faudrait creuser, c'est qu'en fait, les stéréotypes féminins et les stéréotypes liés à l'enfance sont souvent confondus. Les caractéristiques des femmes et les caractéristiques des enfants sont souvent les mêmes. Et c'est peut-être ça qui fait qu'en fait, les enfants garçons attribuent aussi aux garçons, plus facilement aux garçons, des stéréotypes féminins que les filles n'attribuent des stéréotypes masculins aux filles. Je vous ai un peu perdu là, c'est pas grave. On passera à autre chose, on en reparlera. Bon, alors en attendant en fait de valider ces stéréotypes-là auprès d'adultes, ce qu'on peut regarder, c'est déjà pour les stéréotypes qui sont directement en rapport avec nos histoires de type de pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, on ne sait pas encore quels stéréotypes sont partagés par les adultes de la société pour savoir si ça reflète des stéréotypes de genre ou pas. Donc ça, c'est en cours. Bon, voilà, donc je vous montre. Pour altruiste, il y a un effet d'âge qui est très élégant. Donc, plus les enfants grandissent, plus ils ont tendance à penser que c'est la fille c'était quoi, altruiste, qui s'occupe bien des autres. Et on a le truc, en fait, on a la courbe comme celle de Bayan et al. 2017 que je vous ai montré tout à l'heure, la courbe par laquelle, en fait, on attribue à son propre genre les caractéristiques positives d'abord pour les délaisser ensuite vers une représentation stéréotypée. Donc là, c'est classique de ça. Donc au départ, les garçons n'ont pas le stéréotype. Là, ils sont en dessous de 0,5 parce qu'en fait, ils l'attribuent aux garçons. Donc, qui s'occupe bien des autres? Un garçon. Et avec l'âge, en fait, comme les garçons commencent à dire non, c'est la fille. Pour dominant, il n'y a pas d'effet d'âge, il n'y a pas d'effet de genre. En fait, c'est obliger les autres à faire ce qu'on veut. C'est une caractéristique masculine, apparemment, qui est acquise dès 4 ans. Pour leader, il n'y a pas d'effet d'âge non plus, mais en fait, c'est un petit peu n'importe quoi tout le temps. Mais surtout, il y a un effet de genre, mais qui est inversé. En fait, les filles disent que c'est la fille, mais surtout les garçons ont tendance à dire que c'est la fille qui décide super bien et que les autres enfants écoutent. Et pour Soumi, il n'y a pas d'effet. On est au hasard. Pour un leader et pour Soumi, on est au hasard tout le long, en fait, mais avec des petites variations. Pour Juste aussi, Juste est une caractéristique, comme je vous ai dit tout à l'heure, genrée au féminin. Donc les filles dès 4 ans et avec l'âge, en fait, continuent à penser que quelqu'un qui partage bien les choses entre les enfants est une fille plutôt. Voilà, donc pour un peu, qu'est-ce qu'on en tire de cette deuxième tâche, qui n'est pas la tâche principale de l'étude, mais qui était là? Déjà que ça permet un peu de décrire comment les stéréotypes de genre se développent, mais aussi, on peut dire qu'en fait, les stéréotypes de type altruiste égale féminin ou juste égale féminin ne sont pas intervenus avec dans l'attente que le dominant soit un garçon. Par exemple, les effets d'âge qui ont été mis en évidence pour certains stéréotypes comme altruistes ne transparaissent pas dans la tâche principale. Si en fait les enfants raisonnaient comme on voulait voir s'ils raisonnaient comme ça, s'ils disaient ok, il a le pouvoir, mais en fait il est gentil, donc ça doit être peut-être moitié homme, moitié femme, je ne sais pas. Donc il n'y a pas ce genre de raisonnement-là, puisque l'effet de genre, par exemple, qui existe pour altruiste, n'existe pas pour la tâche. Donc, quand on dit aux enfants, là, il y a 2 personnages, il y en a un qui dit, c'est moi qui commande, c'est moi qui choisis qui fera telle ou telle chose. Ça, on reste quand même dans un type de pouvoir, mais est-ce qu'en dehors de ce type de pouvoir, il y a vraiment d'autres types de pouvoir, qui est celui du pouvoir direct, explicite? Sinon, ça peut se discuter, mais ce n'est peut-être plus vraiment un pouvoir. Et donc, ça, déjà, en soi, en fait, ça dénote le masculin, quel que soit qui vient après.
pourquoi en fait c'est exercé, etc. Ça joue peu de rôle. Alors, du moins, lorsque l'interaction est entre enfants, comme dans notre tâche à nous, alors peut-être que des choses de type « je t'ordonne de mettre ton manteau, sinon tu vas attraper froid », ça, c'est peut-être vu par des enfants comme quelque chose qui dénote le féminin, parce que peut-être la maîtresse, la mère, etc. Mais là, on n'est plus du tout dans une interaction enfant-enfant, on est dans une interaction adulte-enfant, et ce n'est plus du tout la même chose, c'est plus basé sur le genre. Pour un peu discuter ces résultats-là aussi, c'est un papier qui date un peu de 1976 de Paula Johnson, qui en fait, elle fait une typologie des styles d'influence. Elle appelle ça une grande typologie, l'influence directe, indirecte, par les ressources matérielles, par les ressources relationnelles, par les ressources sexuelles, etc. Donc, elle fait toute une typologie de types d'influence pour voir. Et elle demande à des adultes de noter à leur avis quel est le genre de la personne qui utilise tel ou tel style de pouvoir, on va dire. Et ce qu'elle dit dans son article, c'est que, bon, s'il y a certains types de pouvoirs qui sont en effet réservés au masculin, comme le pouvoir coercitif, etc., en fait, les adultes interrogés sont beaucoup plus flexibles pour les autres types de pouvoir. C'est-à-dire que quel que soit en fait le type de pouvoir, on va très facilement l'attribuer au masculin, alors que certains types de pouvoir, on ne va jamais les attribuer au féminin. Il n'y a qu'un seul type de pouvoir qu'elle a trouvé que les adultes le considéraient comme caractéristique de féminin, et c'était le pouvoir sexuel. Bref. Donc, et en fait, elle discute dans son papier que en fait, les types de pouvoir qu'on perçoit comme féminines sont en fait des types de pouvoir qui ne sont pas vraiment du pouvoir, parce que c'est des façons d'influencer qui maintiennent la hiérarchie sociale en place. C'est-à-dire, si j'influence par le fait, par exemple, que je ne sais pas, comme l'exemple un peu caricatural de la femme au bord de la route qui a son pneu crevé, qui ne sait pas le changer, donc elle influence parce qu'il y a quelqu'un qui s'arrête et qui lui change sa roue. Mais en fait, par cette influence-là, en fait, elle reste, elle, dans la position de celle qui ne peut pas. Donc, un article quand même assez intéressant, même si très daté, mais qui, nos résultats rappellent un peu ce genre de choses. On est plus flexible. Enfin, le pouvoir est vraiment vu comme masculin, quelle que soit sa visée, quel que soit le style. En fait, on permet aux hommes d'exercer tout type de pouvoir, comme si qui est en fait aussi, elle le fait remarquer, qui est à l'inverse de toutes les normes de genre, parce que généralement, les normes de genre sont beaucoup plus rigides pour les garçons que pour les filles. Et elle dit ça explicitement, il n'y a que dans ce domaine-là, en fait, que c'est plus rigide pour les filles que pour les garçons. Les filles sont un peu exclues de ce domaine-là. Conclusion, donc, ces recherches, ce que montrent ces recherches, c'est que les relations de pouvoir sont perçues comme genrées de manière assez précoce, sont stables dans le développement, sont plutôt robustes. Dans tous les cas, on peut comparer des cultures qui, d'apparence, devraient présenter des différences, mais ne le font pas. Ces représentations des relations de pouvoir et du genre n'ont pas exactement les mêmes décours développementaux que les autres stéréotypes. C'est-à-dire, on ne part pas à 4-5 ans à dire que c'est notre genre qui domine pour délaisser cela au profit de l'autre. Soit alors elles sont plus précoces peut-être, ou alors, il y a autre chose qui se passe. Par contre, elles sont comme tout stéréotype dépendantes d'un contexte de comparaison entre les groupes sociaux. Et ils sont fortement quand même influencés par un biais pour son propre genre. Et donc, cet biais pour son propre genre, c'est ce qui, en fait, amène aux attitudes. Donc, qu'en est-il des attitudes? C'est-à-dire comment les enfants réagissent aux relations de pouvoir genrées? Est-ce qu'ils trouvent ça légitime ou pas? Et ça, c'est en fait influencé par les attitudes positives vis-à-vis de son propre genre. Donc, on peut s'attendre à ce que si les filles
veulent que les filles dominent, eh ben, elles vont pas légitimer un pouvoir masculin, par exemple, et ça dès très jeune. Et ça, nous, on est en train d'étudier, et puis je peux vous montrer un peu des études là-dessus, mais c'est comme vous voulez. Bon, peut-être on prend au moins une pause. Ouais. Je vais parler du groupe français parce que je connais moins bien le Liban et les pays du Nord, là. Est-ce que ces enfants qui sont interrogés, enfin, les cobayes de l'expérience, sont d'un milieu identifié? Est-ce que c'est des petits citadins? Est-ce que c'est des petits paysans? Oui. Des montagnards, des Bretons? Non? Non, pardon. C'est des Lyonnais. C'est des Lyonnais qui sont scolarisés soit à Lyon, intramuros, soit dans la banlieue lyonnaise. Je me demandais sur les paysans si vous comptiez faire ça, de voir les petits paysans, parce que je pense que là, ils sont en contact avec autre chose de la représentation de la société. Oui. Ils voient leur mère porter des... Voilà. Ouais. Oui, ce qui peut, mais on n'a pas fait ça chez les paysans en France. Ce serait vraiment très intéressant d'aller en milieu rural. Mais ce qu'on a trouvé au Guatemala était peut-être un peu déjà indicatif de ce qui peut se passer en milieu rural, où vraiment la séparation des tâches est très importante et que voilà, oui, comme vous. Sinon, j'avais aussi une question justement, j'arrive, hein, sur le Guatemala. Ah bah voilà, c'est des gens qui... Ah non. Sur cette distance entre, enfin cette non-comparaison entre les deux parties de la population, j'ai un peu de mal à intégrer en quoi ça permet aux filles de se vivre comme chef. Ouais. Enfin, pour être rapide. Oui. Mais en fait, ça je ne sais pas du tout, mais c'est pas du tout ce que je vais en dire. Ce que je me dis, c'est que peut-être que en fait, ça retarde le développement du stéréotype. Le chef, c'est l'homme. Et en fait, de base, il y a cette représentation, le chef, c'est moi. Donc, si c'est le chef, c'est moi, et puis le genre est bien prononcé quand même. Voilà. Et le chef, c'est moi. Et donc, ce qui me ressemble, ça a plus de chances d'être le chef. Donc, c'est ça, c'est plus de moi vers la société. D'accord. Mais est-ce qu'elles se vivent comme le chef des femmes? Ah, ça. Oui. Après, ça n'a pas changé qu'on leur dise tu es avec une fille ou tu es avec un garçon. Ça n'a pas changé. Donc, elles étaient, oui, non. Alors, donc, c'est pas qu'elles s'en sentent le chef des filles. Elles se sentent. Non. Elles se sentent le chef. Et puis, elles s'en foutent, en fait. Elles ne se comparent pas. Le genre n'entre pas tellement. De compte, il y a un autre enfant, c'est moi le chef. Voilà. En gros, c'est ça. D'accord. Il y a très peu d'enfants, de façon, pour le dire aussi. Je vous demanderai de vous présenter quand vous faites une intervention, rapidement. Oui, Marie-Claude Ripper. Je voulais savoir si vous aviez pris en compte le paramètre social, le niveau social des enfants. Est-ce que selon leur milieu social, les stéréotypes se construisent plus ou moins rapidement? Alors, c'est difficile quand on fait des expériences de psychologie en France d'avoir accès au niveau social de chacune. Oui, on pourrait faire des questionnaires avec les parents, etc. Mais ça alourdit. Nous on fait des choses un peu de masse, quoi, à la chaîne. Allez, on questionne. Donc, on fait pas ça. Mais après, on fait d'aller dans les milieux dits mixtes, socialement mixtes. Donc, on n'a pas cette... Enfin, ce serait un projet à part entier. Parce que, en effet, ça demande plus que juste... on ne peut pas demander aux écoles... tiens, je voudrais la date de naissance et le salaire du père, quoi. Enfin, ça n'existe pas. Mais c'est une très bonne question et on aimerait bien. Mais pour l'instant, on ne fait pas ça. Le salaire du père. Ou de père. Parce que c'est l'homme qui travaille, non? C'est pas ça.
Bonjour, Moïra Sauvage, journaliste et militante féministe. C'est la partie sur effectivement les enfants du Guatemala qui m'a le plus intéressée, même si tout le reste était passionnant. Et ça me semble assez normal. Ces filles, si elles vivent dans un monde de femmes, elles envisagent le pouvoir comme pouvant être féminin, puisqu'il y a forcément des femmes dans leur groupe qui dominent et qui sont les chefs à l'intérieur de la place qui leur est laissée. Et ça m'a fait penser à des discours que j'ai entendus aux États-Unis depuis pas mal de décennies même, sur la nécessité d'un enseignement non mixte pour favoriser la confiance en soi des filles. Oui, alors, en tout cas, ce que ça dit, c'est quand c'est mixte, c'est très urgent qu'il n'y ait pas de différence de pouvoir. Après, le fait que les filles se perçoivent comme dominantes parce qu'elles ne voient les femmes comme dominantes, ça aussi, moi, j'ai envie de le croire, mais je ne suis pas sûre. On n'a pas de données pour dire ça parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la cellule familiale, en fait. On ne sait pas c'est quoi les relations entre les hommes et les femmes dans ces villages-là. On sait qu'en effet, les enfants sont avec leur mère plutôt, et leur mère qui travaille au champ, etc., tandis que les hommes ne sont pas là parce qu'ils sont journaliers à la ville, etc. Ça, on peut, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Enfin, quel type de relation entre hommes et femmes ils voient, c'est pas clair. Mais ouais. Frédéric. Oui, juste sur la question de la mixité, je renvoie aux travaux de Nicole Mosconi qui a beaucoup travaillé sur ces questions et qui disait que la société étant mixte, on avait quand même tout intérêt à préparer les garçons et les filles à se comporter équitablement dans une société mixte, même si effectivement les études montrent que les filles sont plus, comment dire, ont davantage de confiance en soi et sont plus affirmées quand elles sont dans des milieux non mixtes que quand elles sont dans des milieux mixtes. Mais justement, l'enjeu, c'est d'arriver à faire changer et à ce que les garçons respectent les filles et l'égalité finalement, et qu'ils ne se sentent pas principalement les chefs. Et d'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec ce que tu as dit sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup, c'est un peu pessimiste, d'influence des effets sociétaux, finalement, des efforts qui sont faits au niveau de la société pour l'égalité. Et donc ça pose quand même question, parce que, et ça montre bien que si on n'a pas des politiques volontaristes allant jusqu'à des quotas, par exemple, dont on dit beaucoup de mal, mais on voit bien que si dans certains cas on n'est pas très, comment dire, enfin oui, volontariste, il ne se passe pas grand-chose si on laisse les choses se faire d'elles-mêmes. Il faudra encore attendre des centaines d'années avant que l'égalité parvienne. On sera mort. Ça, pour le coup, moi je dirais que la Norvège, moi c'est la Norvège qui m'a déprimée, je voudrais pas dire, mais tes résultats, ils sont comme dirait Julia Fols, puisque j'ai lu l'article dans Médecine Science, là, où vous rapportez qu'il y a une journaliste qui a fini son article en commentant vos premiers résultats, là, en disant ça fout les boules, de voir que dès 4 ans, finalement, il y a un effet, que ce soit n'importe où, en Norvège, au Liban, en France, alors pas au Guatemala maintenant, bon, c'est peut-être un peu différent, mais c'est vrai que c'est un peu... Bon, je sais pas, je pense que tu dois être plus positif que moi, mais... Oui, c'est pas que les efforts sociétaux ne servent à rien, c'est juste que les efforts sociétaux, ils n'ont pas influencé cette inférence-là qui est très abstraite d'un comportement dominant vers la probabilité d'être un garçon. Donc, il y a les efforts sociétaux, mais on ne sait pas, encore une fois, ce que les petits et petites Norvégiennes, en fait, voient au jour le jour comme interaction entre les hommes et les femmes autour d'elles et eux. Et donc, c'est pas parce que les femmes travaillent... Enfin, voilà, quand on prend des indices comme ça, c'est un peu... Et puis, ça change sans doute beaucoup de choses. C'est juste que ça ne change pas cette inférence qui est assez basique quand même, qui est vraiment un stéréotype de base. Et
Oui, et puis peut-être que quelque part aussi, tant qu'il y a cette distinction de genre dans la société qui est si importante et qu'il y a tous ces groupes de filles, de garçons, etc. Tant qu'il y a des groupes, en fait, et, il y a une hiérarchie entre les groupes et ces stéréotypes-là vivent, oui. C'est peut-être à un autre niveau qu'il faut intervenir. Excusez-moi, j'ai toujours une question sur les échantillons. Et donc là, parce que tout d'un coup, je réalisais que 4 ans, enfin, je ne sais pas si dans les autres pays, c'est la même chose, au Liban, Guatemala ou là-haut, dans le nord. C'est-à-dire qu'à 4 ans, ils ne sont pas forcément scolarisés, c'est ça, en tout cas au Guatemala, peut-être en Norvège, France. ils ne sont pas scolarisés, ouais, ils sont dans les kindergarten. D'accord. Est-ce que donc, comment ils rentrent à l'école, donc 5, 6, 7 ans, je ne sais pas, est-ce que ça a un effet sur vos courbes? Là, on n'a pas eu des effets d'âge, donc non. Non, rien du tout. Non. Alors, ni paysan, ni effet, d'accord. Non, paysan peut-être. Une autre question. Donc, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est au niveau de l'école maternelle en France que de gros efforts devraient être faits pour que ces stéréotypes ne se construisent pas. Et puis, dans la suite, évidemment, de la scolarité. Mais puisque vous dites qu'à partir de 4 ans, déjà, les stéréotypes agissent sur les enfants, il serait nécessaire qu'une campagne très, 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 très forte soit faite dans les écoles maternelles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, il n'est jamais trop tôt de toute façon. Malheureusement, il faut se rappeler de la mésaventure, pour ne pas dire plus, des ABCD de l'égalité en 2013, qui ont été voués aux gémonies et qui ont été obligés d'être abandonnés sous l'effet des hostilités féroces contre la, entre 25 000 guillemets, théorie du genre qui n'existe pas, où on a prétendu que, oh là là, mon Dieu, les petits garçons ne seront plus des petits garçons et les petites filles ne seront plus des petites filles. Et on en est là toujours aujourd'hui, c'est-à-dire que dans les écoles, il se passe des choses là où les enseignants veulent bien que ça se passe, mais il n'y a rien de systématique. Et donc, il y a beaucoup de trous dans la raquette, sûrement. Et puis, les enseignants et enseignantes devraient être aussi très formés parce qu'elles peuvent appliquer des fois des choses comme, parler d'égalité des genres vite fait en classe, mais si elles et eux-mêmes ne sont pas convaincus de l'importance des choses, ça sert à rien. Oui, j'imagine qu'il y a eu, il y avait eu, je me rappelle quand on nous avait parlé d'une étude sur les attitudes des maîtres ou des maîtresses dans les petites écoles sur les interroger plutôt qu'interroger de manière totalement inconsciente. Puis ils interrogeaient plutôt les garçons, elles interrogeaient malheureusement parce que c'est souvent des femmes, les institutrices, et elles interrogeaient plutôt les garçons. Donc c'est vrai qu'il y a une formation sans doute au genre pour le corps professoral, ou le corps... Merci pour votre intervention. Alors, à un moment, vous avez évoqué, je ne sais plus sur quelle diapositive, le conflit, la conflictualisation dans la construction du genre chez les filles. C'est plus prégnant chez les filles que chez les garçons? Et dans quel contexte il y a un conflit de construction du genre? Oui, alors... Diana Tessur-Ollier, je suis psychiatre et postdoc psychologie et médecine scientifique. D'accord. Eh bien, quand j'ai parlé de conflit, ce que je voulais dire qu'il y avait pour les filles trois choses qui jouent. C'est que dans la représentation stéréotypée qu'on leur renvoie de leur genre, elles sont, il n'y a pas la norme qu'elles doivent être dominantes. Il y a la norme, en tout cas, il y a la norme qu'elles doivent être peut-être soumises. Ça dépend du point de vue qu'on le place. Dans leur perception d'elles-mêmes, comme tout enfant, quelque part, elles ont ce biais pour se valoriser, qui est très adaptatif. Et puis, troisièmement, il y a le biais positif pour leur genre. Donc, il y a un biais positif pour le pouvoir, il y a un biais positif pour le genre. Il y a plutôt une tendance à voir le pouvoir comme quelque chose de bien et de vouloir l'attribuer à son genre puisqu'ils sont biaisés vers leur propre genre.
Mais on leur demande, il y a une demande normative d'elles, de ne pas coller à cette caractéristique désirable, qui est d'être assertif, compétitif, etc. Et donc, c'est dans ce sens-là où je parle de conflit relativement aux garçons dans le domaine du pouvoir. Parce que pour les garçons, en fait, tout est cohérent, tout converge vers, voilà, et culturellement, on me demande d'être dominant, on demande à mon genre d'être dominant, c'est cool d'être dominant, j'aime mon genre, enfin, tout va bien. Mais par contre, pour les filles, il y a des forces un peu contradictoires. Et ce n'est pas spécifique aux filles, parce que si on prend d'un autre côté, par exemple, les normes de gentillesse et de sensibilité, par exemple, on vivrait la même chose du côté des garçons. Dans le sens où ils ont envie peut-être d'être gentils, etc. Mais bon, ce n'est pas la même chose, parce que quand même, ça ne classe pas les gens dans la société, donc c'est un peu… Surtout qu'il y a des garçons un peu… Il existe des garçons un peu plus efféminés, entre guillemets, sans aucun côté péjoratif, mais qui sont timides et qui n'osent pas s'imposer en tant qu'homme de pouvoir, futur homme de pouvoir. Et j'avais une autre petite question sur les statistiques de 100% des garçons. Vous vous rappelez tout au début, les Mayas, voilà. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des échantillons statistiquement bien représentatifs de la population parce que c'est un nombre petit? Non, oui. Non. Oui, non, on a fait avec les moyens qu'on avait. On était dans un village de Guatemala. On est très bien, on est content d'avoir été là, mais c'est vrai que c'est pas cette étude toute seule, elle ne suffira pas à établir une théorie, ça c'est sûr. Mais par contre, à partir de ces résultats, on peut après maintenant faire des hypothèses sur les comparaisons intergroupes et leurs influences sur le développement des stéréotypes et aller les tester la plus systématiquement. Pour des études à venir. Oui. Oui, merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les personnes en Zoom qui nous entendent veulent poser des questions. Sinon, j'ai aussi que des questions sur la partie droite de la salle. Peut-être qu'à gauche, vous voudriez poser des questions. Non, bon. Est-ce que tu nous refais un petit… Enfin, je sais pas, non, on va… C'est bon si vous… Ah si, voilà, je vois que… Ouais, juste, non, mais pas de problème, je peux remonter. Juste un commentaire, les seules choses vraiment positives, quelqu'un a dit que c'était quand même, ça foutait les boules, etc. C'est vrai, mais un commentaire, c'est que de réaliser que jusqu'à 4 ans, les petites filles, et j'ai plusieurs petites filles, sont fières d'être elles-mêmes, sont pleines de confiance en elles, et que c'est après que ça leur tombe dessus, toutes ces histoires de stéréotypes. C'est très bouleversant finalement. Oui, mais c'est rassurant dans un sens. Oui, mais en plus, ça ne nous tombe pas dessus non plus de cette manière dramatique. C'est juste les attentes qu'on a des relations sociales autour de nous et puis un peu nos attitudes. Mais en fait, ce truc de, par exemple, le biais pour soi, il existe, il continue à exister. C'est juste qu'il est un peu relativisé par une vision dans laquelle la société attribue le pouvoir masculin. Puis moi, je dirais que chose positive aussi, c'est dans le sens de… quand on est allé l'histoire du Guatemala, là, c'est pas tellement que les filles disent que 100% des dominants que c'est la fille, parce que ça, c'est peut-être dû, si notre interprétation est correcte, c'est dû à un très grand masculinisme dans la société. Donc, on ne voudrait pas souhaiter ça. Mais par contre, ce que ça montre, c'est que la culture joue un rôle. Donc, ce n'est pas non plus un truc qu'on pourrait dire qui serait inscrit quelque part d'autre. Et puis, voilà, c'est tout. C'est ça qui est. Je vais y aller. Je suis Nicole Chartier. Moi, ce que je voudrais dire, là, on n'a parlé que de l'école. Alors, j'ai fait des interventions l'an dernier dans des… Alors, c'était des élèves un petit peu plus vieux en 6e, mais c'était très difficile d'arriver à ce que les filles puissent parler parce que les garçons, ils s'agitent beaucoup, ils lèvent le bras. Et pour avoir la paix, pour obtenir qu'on puisse interroger les filles, on les laissait parler finalement. Et ça commence très tôt, que les garçons, ils sont là sur leur siège, ils bougent, et puis ils gênent tout le monde parce qu'ils veulent parler, parce qu'ils ont des choses à dire, et les filles, elles n'osent pas les interrompre. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les stéréotypes, c'est pas qu'à l'école, ça commence à la maison, c'est dans les familles. Enfin, je vais dire, il faut autant former les familles que les
les enseignants et les enseignantes. Et je vois quand j'entends des enseignantes qui disent « Ah ben moi, j'étais pas forte en maths », on n'est pas étonné, je suis une fille, j'étais pas forte en maths, on n'est pas étonné qu'après, les filles, elles choisissent pas les maths. Enfin, c'est très complexe tout ça. Enfin, je veux dire, il y aurait plein de choses à dire, beaucoup plus, je sais pas comment dire. Enfin bref, à mon avis, c'est pas aussi simple que ça se passe qu'à l'école. Ça se passe dans des tas d'autres moments. Dans les films de Disney. Oui, mais en même temps, moi, ce que je trouve que ce qui est intéressant aussi dans ce que tu disais, pour être plus positif, c'est le genre, favoriser son propre genre. Ça, c'est quand même quelque chose, quoi. Moi, je trouve. On peut jouer là-dedans. Ouais. On peut quand même. Enfin, moi, je veux dire, il faut quand même garder à l'idée que ça, c'est quand même bon. Je suis pas forcément pour séparer hommes-femmes comme ça de manière étanche, mais bon, quand même. Je trouve que ça, s'il y a une solidarité qui est intéressante, si on peut appeler ça de la solidarité. Non, mais c'est normal, parce que si déjà on a tendance à... Ah oui, Dominique Emmanuel. Donc, c'est normal si on a déjà tendance à favoriser son propre genre, et si la société, en plus de ça, favorise... Je veux dire, ça peut aller que dans un sens d'une cohérence, je veux dire, à ce moment-là, quoi. Mais ça va aussi même au niveau des... Il y a une aveine totale qui se creuse. On les voit parfaitement, même quand on va sur des sites Internet de vêtements hommes-femmes, avec les modèles tels qu'ils sont représentés, avec le mec qui fonce et tout, et la femme, parce que justement, son pouvoir est dans la sexualité, donc avec des gros culs, des gros seins, des grosses bouches, telles que c'est la mode maintenant avec les influenceurs, les choses comme ça. C'est-à-dire que tout le travail qui est fait actuellement en avancée de la société pour une société effectivement peut-être plus égalitaire, enfin je dirais plus équilibrée surtout, en fait il y a tout un travail de sapage qui se fait d'un autre côté avec... voilà, où on cantonne au niveau des sectes et qui apparaît, voilà. Oui, ça. On est dans une société patriarcale. Oui, voilà. Vas-y, je te laisse répondre. Non. Alors, il y a de la dissipation au premier rang. La dissipation. On va encore remercier Rawan Sharafeddine de son exposé très très riche. Merci Rawan, c'était très intéressant. Εγώ δε κείνο το της έρατε, κείνο το της έρατε, κείνο το